Pour ce qui concerne les préoccupations liées aux FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, nous avons toujours donc la problématique du coût des fréquences. Le coût des fréquences, effectivement, n'a toujours pas été revu à la baisse, malgré les fortes demandes des acteurs, et reste 10 fois plus cher que dans toute la sous-région. Les opérateurs télécoms, cette problématique est aussi valable pour les opérateurs télécoms de façon générale. Les opérateurs télécoms et les FAI sont en attente donc du décret et de la loi qui doit en fait être votée à l'Assemblée. La loi sur le partage des infrastructures aurait dû permettre une mutualisation de celles-ci. Cependant, sur le terrain, ce n'est pas encore mis en pratique, rendant ainsi les coûts redondants et beaucoup plus chers donc pour le consommateur final et les opérateurs comme les FAI. Le prix d'interconnexion et de colocation reste élevé, rendant les coûts opérationnels prohibitifs. De plus, les FAI n'ont pas le droit de faire de l'IPTV et de la VoIP. Ceci les met en position de faiblesse par rapport aux opérateurs télécoms. Vous comprendrez que optique, c'est un ensemble d'acteurs divers et variés. Vous avez les opérateurs, vous avez les FAI qui n'ont pas forcément, effectivement, il y a des sujets sur lesquels ils ont effectivement les mêmes préoccupations. Il y a des sujets sur lesquels les préoccupations ne sont pas forcément les mêmes. Là, nous sommes en train, en fait, de parler de préoccupations des FAI. Je crois que ce sont des nouveaux acteurs qu'il faut absolument aider parce que si on les a lancés, si on les a mis en œuvre, c'est justement pour répondre à un besoin. Et donc, je pense qu'il faut tout faire pour les assister au maximum et les mettre dans des conditions qui leur permettent d'opérer et d'être rentables. Nous devons cependant aller plus loin si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le dégroupage de la boucle de cuivre doit s'étendre à la fibre, qui est en train de prendre le dessus sur le cuivre. Par ailleurs, l'opérateur d'infrastructure n'est toujours pas opérationnel, alors que les FAI devaient réellement s'appuyer sur lui pour éviter des CAPEX et OPEX élevés et permettre ainsi à ces derniers de challenger l'environnement de l'Internet. En résumé, les FAI sont rentrés en phase commerciale, comme vous le savez. Je crois que vous voyez les aspects communication de ces FAI régulièrement. Donc, ils sont rentrés en phase commerciale depuis le mois de mars 2018, mais il reste encore des barrières importantes à l'entrée. Nous comptons sur le gouvernement, notamment le ministère en charge de l'économie numérique et de la RTP, pour accompagner donc ce processus en levant les barrières en procédure d'urgence car le marché et la compétition n'attendent pas. Pour notre part, nous continuons à rester vigilants sur l'environnement pour que ces acteurs puissent pleinement exister au grand bénéfice des populations sénégalaises. En ce qui concerne le fonds du service universel, donc le FDSUT, et les aspects fiscalité. Il est précisé dans le nouveau code des communications électroniques que la majeure partie des fonds collectés dans le cadre du FDSUT est destinée au secteur des communications électroniques. Cela mérite certainement des précisions quant au pourcentage qui sera réservé au secteur. Nous ne devons pas nous retrouver dans la situation passée, très ambiguë, où cela n'a pas été précisé. Nous avons assisté récemment à la présentation du rapport final sur l'actualisation de la stratégie du service universel. Des recommandations très importantes sur le réaménagement du dispositif de gouvernance du fonds ont été faites par les acteurs. Ces recommandations doivent être appliquées pour permettre un fonctionnement plus cohérent du fonds. L'actuel FDSUT est aujourd'hui un organe hybride qui dépend entièrement pour son fonctionnement opérationnel de l'ARTP, qui ne bénéficie d'aucune autonomie financière et qui se trouve incapable de garantir un usage transparent et approprié des fonds collectés au titre de l'accès du service universel. Par ailleurs, le projet du Code
des communications électroniques donne clairement l'initiative au ministère des télécommunications et de l'économie numérique s'agissant de définir donc la politique de l'accès au service universel et de définir la stratégie associée. Face à ces constats, deux grandes options d'organisation sont proposées dans le rapport final sur l'actualisation de la stratégie du service universel. La première option, centraliser au ministère de télécommunications et de l'économie numérique les activités d'accès au service universel en dissociant la structure de gouvernance de la structure financière. C'est le modèle colombien. L'option B, donc la deuxième option, c'est de faire du FDSUD une entité bénéficiant de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion. C'est l'exemple donc du modèle ivoirien avec l'ANSUD, qui gère donc tous les aspects de la mise en œuvre, incluant le financement et l'accès au service universel. Nous militons pour notre part pour le modèle à l'image de la Côte d'Ivoire, qui pour nous marche très bien. Par ailleurs, nous avons appris la mise en place de la contribution spéciale du secteur des télécommunications, CST, qui remplace le prélèvement spécial sur le secteur des télécommunications et la contribution pour le développement économique. Dans le texte qui consacre cette taxe, il est précisé qu'il s'agit d'une taxe de 5% sur le chiffre d'affaires hors taxe et net des frais d'interconnexion de tout exploitant de réseau de télécommunications ouvert au public. Cette nouvelle taxe remplacerait tous les prélèvements dans le secteur des télécommunications. Cette taxe étant un impôt, elle sera versée directement au Trésor public et elle peut être destinée à toute autre activité qui n'est pas liée au secteur du numérique. Vous voyez donc les incidences immédiates sur le FDSUD, qui est alimenté par des prélèvements donc, qui ont été supprimés, notamment la CODET. La LFR, qui vient d'être promulguée, ne précise pas si le FDSUD sera financé par cette contribution, cette nouvelle contribution donc, du secteur spécial du secteur des télécommunications. Nous restons donc très vigilants sur cette très importante question. Nous déplorons que le secteur des télécommunications soit toujours pris comme une vache à lait, au lieu d'être considéré comme un véritable levier économique. Nous déplorons encore une fois une démarche non concertée, dont la seule motivation est de taxer certains secteurs, dont particulièrement celui du numérique, en plus effectivement, comme vous le savez, de celui des mines, sans évaluer les précédentes taxes et sans mesurer les impacts que peuvent entraîner ces nouvelles taxes. Je dois dire qu'auparavant, la somme des nouvelles taxes s'établissait à 4%, et aujourd'hui, donc, cette nouvelle taxe globale, la CST, s'établit à 5%. Notre point sur la question reste le même, donc il faut que les fonds collectés dans notre secteur reviennent en majorité à notre secteur. Sur un autre point lié à la fiscalité, les opérateurs télécoms sont confrontés à un problème lié au manque de clarté de la législation. En effet, en plus de payer des taxes au niveau central, les collectivités locales rajoutent une taxe supplémentaire sur les installations dans leur commune. Certaines collectivités refusent même l'installation d'antennes BTS par les opérateurs en cas de non-paiement d'une taxe à la commune. Cette situation freine la couverture numérique du pays. Il faudrait rapidement que le décret relatif à la RODP, à savoir la redevance pour occupation temporaire du domaine public de l'État, soit rapidement signé et mis en œuvre pour éviter toute confusion. Pour ce qui concerne les activités impulsées par Optique au bénéfice de ses membres, avec le cas du NTF 4, dont certainement vous avez entendu parler. Dans le cadre du projet NTF 4 Sénégal, NTF c'est Netherlands Trust Fund, lancé officiellement à Dakar le 20 novembre 2017 sous l'égide du ministre du Commerce et en partenariat avec la CIPEX et Optique,
Un appel à manifestation d'intérêt a permis de sélectionner des PME du secteur du numérique et de l'externalisation des processus métiers, donc IT BPO. Le projet NTF4 Sénégal appuiera 80 entreprises sur 3 ans dans leur développement à l'international sur la base de packs d'accompagnement en fonction de leur potentiel export, dont 20 seront accompagnés sur les marchés étrangers. Par ailleurs, 50 startups bénéficieront de formations, pitch internationalisation et d'autres accompagnements divers. Toutes les entreprises et startups du secteur qui ont manifesté leur intérêt pourront accéder également à des études de marché et à la plateforme de formation en ligne de l'ITC. Outre cette priorité accordée à l'internationalisation des entreprises, le projet accompagnera également de manière plus globale le secteur des TIC et de l'externalisation des processus métiers dans la définition d'une stratégie nationale de développement des exportations. La première consultation sur la stratégie s'est tenue en début juillet et un premier draft est en cours d'élaboration. Il sera présenté dans la deuxième consultation prévue au début du mois de septembre. Cette stratégie sera présentée pour adoption par le gouvernement à la fin de l'année 2018. Le dernier volet important du projet de l'accompagnement des structures d'appui pour mieux soutenir les entreprises de notre secteur en leur offrant un portefeuille de services adapté. Dans ce cadre, Optic a bénéficié d'un accompagnement pour une auto-évaluation assistée, diagnostic de performance, et la définition d'une feuille de route qui permettra à notre organisation de mieux prendre en charge les besoins des membres du secteur. L'objectif principal de cette mission, consolider et améliorer les performances et la structure d'Optic afin d'asseoir sa position de représentant de porte-parole et d'accompagnateur des entreprises et du secteur du numérique au Sénégal. La restitution du diagnostic performance d'Optic et la feuille de route a eu lieu donc le mardi 26 juin 2018 devant les membres d'Optic ainsi que nos partenaires. Plusieurs actions sont prévues sur les 2 prochaines années et qui permettent à Optic de passer un cap dans sa position d'organisation de référence dans le secteur du numérique. Nous en profitons pour remercier l'ITC ainsi que la coopération néerlandaise pour ce projet qui permettra de structurer la politique d'exportation de notre secteur. En matière de cartographie et de référentiel des métiers, sous l'égide du CNP, Optic a entrepris avec le Bureau international du travail et le ministère en charge du travail une réflexion sur la mise en place d'une convention collective dans le secteur du numérique. Très important. En effet, notre secteur n'a jamais eu de convention collective et est rattaché à la convention collective du commerce qui date de 1956. Cette convention n'est plus d'actualité depuis la dénonciation par les centrales syndicales des travailleurs de la convention collective nationale interprofessionnelle le 5 mars 2018. Il existe cependant une convention de branche pour le sous-secteur des télécommunications qui concerne principalement les opérateurs de télécommunications. Le Sénégal sera pionnier en cas de mise en œuvre de cette nouvelle convention collective dans le domaine du numérique, car aucun pays africain ne dispose, à notre connaissance, d'une convention collective dédiée à notre secteur du numérique. Le processus de mise en place d'une convention collective sectorielle permettra de disposer d'une classification des métiers et emplois dans le numérique. Ces outils sont des instruments de compétitivité pour l'entreprise et des instruments de valorisation des ressources humaines. Nous avons bon espoir d'arriver à l'élaboration de cette convention collective très attendue par les acteurs dans les meilleurs délais. Pour ce qui concerne le CIPEN, on va finir par le CIPEN. La 3e édition du CIPEN s'est tenue au mois de février 2018. Cet événement annuel organisé par Optic s'est positionné comme le salon numérique de référence de notre région ouest africaine et même au-delà. Nous recevons des délégations venues de plusieurs pays africains
mais également du Maghreb avec la Tunisie, le Maroc et la France, qui font partie des pays africains, d'ailleurs, le Maghreb, la Tunisie et le Maroc. Il faut cependant souligner que malgré tous nos efforts pour mobiliser nos pouvoirs publics pour l'organisation de cet événement, nous ne sommes pas encore arrivés à nous faire entendre. Nous assistons chaque année à des salons organisés par nos partenaires du Maroc, de la Tunisie et plus récemment de la Côte d'Ivoire, mais il faut remarquer que ces événements sont co-organisés par le secteur privé et le secteur public. Parfois même, c'est le secteur public qui prend les devants. Cela donne une dimension beaucoup plus importante à ce genre de manifestation. Nous avons assisté, un mois à peine après le CIPEN, au premier forum national sur le numérique, tenu le 15 mars donc dernier au CICAD, sous la présidence effective de son Excellence Monsieur le Président de la République. Ce forum a réuni l'ensemble de l'écosystème numérique national et le Président de la République a pu échanger avec les différents acteurs de notre secteur. Nous avons nous-mêmes pu livrer notre point de vue sur le développement de l'économie numérique au Sénégal et sur les principaux enjeux pour notre pays. Nous considérons cependant qu'il s'agit là d'une forme de dispersion avec l'organisation de plusieurs événements sur le numérique en lieu et place d'un seul grand événement qui pourrait présenter pour le Sénégal comme une vitrine numérique en Afrique. Nous espérons que la deuxième édition de ce forum national se tiendra en même temps que le CIPEN. Ces deux événements gagneraient à être fusionnés autour d'un événement annuel unique où tout le potentiel sénégalais pourrait être présenté. La prochaine édition du CIPEN est prévue en avril 2019. On va laisser passer les élections et on va organiser donc cet événement du CIPEN ensemble, donc le CIPEN et le Forum national du numérique, nous l'espérons, en même temps, organisé après les élections de 2019, donc en avril. Voilà, mesdames et messieurs, le propos liminaire que je voulais livrer. Et donc, on peut répondre à cette série de questions parce qu'il a posé une série de questions. Hein. C'est des questions, il y a même des questions à tiroir. Alors, effectivement, je dois dire qu'il y a eu quand même des avancées depuis la dernière conférence de presse que nous avons eu à faire. Mais il y a également, comme vous l'avez vu dans ma déclaration liminaire, des points sur lesquels on n'a toujours pas bougé. Un point sur lequel on n'a toujours pas en fait de concrétisation, c'est notre fameux Conseil national du numérique. Hein. Aujourd'hui, il est acté qu'il sera mis en place, mais jusqu'à présent, c'est pas une réalité, on ne l'a pas encore mis en place. Donc pour nous, c'est un point très très important que nous soulevons depuis des années, ça ne date pas même de la dernière conférence de presse uniquement, ça date d'il y a très longtemps, de plusieurs années, et donc c'est un point sur lequel on est toujours resté sur notre faim. Il y a eu quelques avancées sur le sujet. Il ne faut pas dire que rien ne s'est passé sur le sujet. On a eu des projets de décret. On a eu l'intégration de ce conseil dans le cadre du nouveau code des communications électroniques. Donc, on peut dire qu'il y a eu quelques avancées, mais nous considérons que tant qu'il ne sera pas en place et tant qu'il ne respectera pas l'esprit pour lequel je vais dire, nous nous sommes battus pour qu'il soit mis en place, nous ne serons pas satisfaits. Donc ça, c'est un exemple de point où il n'y a pas eu d'avancée. Il y a eu quand même des avancées, il y a des questions qui se recoupent. Hein. Il y a eu des avancées parce que quand même on est arrivé à boucler les consultations et les échanges sur le cadre législatif et réglementaire, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à donc présenter donc le nouveau code des communications électroniques au Conseil des ministres. Et donc, je pense que sur ce côté-là, il y a eu
de vraies avancées. On reste vigilant parce qu'il y a encore, on n'a pas encore la version définitive qui va tenir compte en fait des observations au niveau du Conseil des ministres. Nous restons attentifs. Il y a des points qui ne sont pas encore très précis pour nous dans le cadre de ce code-là. Et donc, mais quand même, ça marque des avancées dont j'ai parlé dans mon propos liminaire. Des avancées parce que déjà, on élargit le code à de nouveaux usages. Des avancées parce que, je veux dire, on y consacre de nouvelles notions, donc de nouveaux usages dans le cadre du numérique. Nous pensons qu'il y a quand même des avancées dans ce code qui seront au bénéfice des entreprises du numérique. Voilà, donc je dois dire qu'on a quand même eu des avancées, mais nous restons toujours très vigilants et nous pensons qu'il y a des points précis sur lesquels, franchement, il faut quand même qu'on aille vite, quoi. L'histoire du comité interministériel de pilotage de la stratégie, c'est un point également sur lequel nous ne sommes pas satisfaits parce que depuis fin 2016, nous avons cette nouvelle stratégie et aucun organe de pilotage n'est en place pour cette stratégie. Et cela m'amène à répondre à cette question, est-ce que réellement on est confiant pour l'atteinte des objectifs de 10% à l'horizon 2025? Je ne vois pas aujourd'hui comment, sans instrument de pilotage, on peut se dire confiant quant à l'atteinte des objectifs de la stratégie. C'est quand on aura cet instrument de pilotage et qu'on mettra à plat le plan d'action réellement de ce qu'il y a à faire et qu'on fera le suivi, qu'on pourra être rassuré quant à l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me permet de dire que, on est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de la stratégie Sénégal numérique, notamment les objectifs de 10% donc, du PIB pour le secteur du numérique. Alors, pour ce qui concerne le PTN, je dois dire que on est un peu plus rassuré dans la conduite du PTN, pas dans la composition, bien entendu, du comité de pilotage, hein, parce que, comme je l'ai dit, le comité de pilotage du PTN, on n'a qu'une seule voix, nous, secteur privé, dans le comité de pilotage du PTN, donc ce n'est pas satisfaisant du tout, et on attend à ce que les engagements qui ont été pris pour qu'on soit plus présent dans ce comité de pilotage soient respectés, à savoir au moins avoir 5 représentants dans le comité de pilotage. Pour ce qui concerne la mise en œuvre concrète du projet, comme je l'ai dit, il y a déjà des appels d'offres qui sont lancés. Le point en fait qui nous semblait assez bloquant dans la mise en œuvre du PTN, c'était surtout le manque de visibilité et de vision quant au modèle qui devait être mis en œuvre. Et je crois que depuis, on a avancé sur le sujet. Des propositions qui ont été faites, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous agréent dans l'ensemble, mais nous restons vigilants pour être sûr que le secteur privé sera représenté comme il se doit dans ce parc, mais également que nous mettrons en place un dispositif qui nous permette d'avoir un renforcement de capacité et une expérience qui nous permettent de prendre nous-mêmes en main ce parc des technologies numériques. Enfin, la dernière question sur les FAI. Effectivement, nous avons eu satisfaction dans le cadre pour le sujet du régime, donc qui est passé donc, de licence à autorisation. Je crois que ça, c'est une victoire assez importante quand même. C'est l'une des principales barrières qu'il y avait donc à l'entrée de ces nouveaux acteurs. Nous nous sommes battus pour que, les coûts de licence qui ont été facturés, qui nous semblaient prohibitifs à l'époque aux 3 acteurs, puissent être remboursés. Une grande partie de ces coûts, pour une grande partie de ces coûts, l'État s'est engagé à faire effectivement le remboursement des coûts de ces licences-là. Pas en totalité, hein, mais une grande partie.
Et donc, je pense que c'est quand même une satisfaction, parce que qui connaît l'État, c'est que c'est rare que l'État accepte de retourner de l'argent. Et donc, je crois que c'est une victoire. Mais pour les FAI, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, il y a encore beaucoup de difficultés dans, je veux dire, la conduite opérationnelle de l'activité des FAI. J'ai parlé à la fois du coût des fréquences, même s'il n'est pas propre uniquement au FAI, les fréquences, le coût des fréquences est exorbitant au Sénégal par rapport aux pays auxquels on se compare habituellement. D'autres difficultés qu'ont ces FAI, c'est effectivement un certain nombre de services qui n'ont pas le droit de faire, qui n'ont pas le droit de proposer. Par exemple, de l'IPTV, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ils ne peuvent pas proposer un certain nombre de services qui leur permettraient, je veux dire, de rentabiliser un peu plus leurs investissements. Donc il y a encore des barrières, des difficultés sur lesquelles nous continuons à nous battre pour que ces FAI puissent vraiment avoir un environnement qui leur permette de s'épanouir et surtout qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre de la mise en place de ces FAI. Voilà, donc une réponse à ces questions à tiroir là de Fédior. Voilà. L'apparition donc de ces nouveaux acteurs qui viennent enrichir l'écosystème des opérateurs, pour nous c'est toujours une bonne chose. Nous avions déploré à l'époque que ça arrive très tard, parce que le succès des MVNO au niveau mondial a été obtenu surtout dans le cadre de la voix. Et vous savez que la voix aujourd'hui, elle décline dans le modèle économique des opérateurs. Et donc, ce n'était pas forcément le moment le plus favorable. Et que, effectivement, ces opérateurs MVNO sont tenus d'être très inventifs en termes de mise à disposition de nouveaux services qui leur permettent d'être rentables, je veux dire, et donc qui leur permettent d'être viables. Donc, je crois qu'ils sont confrontés effectivement à cette problématique-là, qui fait qu'effectivement, il n'y a pas eu encore jusqu'à présent de lancement. Effectivement, c'est un sujet très important, et j'en ai d'ailleurs un peu parlé dans mon propos liminaire. Je crois que si la DER a des moyens, et elle a des moyens, et que si pour la DER, le numérique, effectivement, c'est une priorité, et ça fait partie de ces priorités, alors son intervention devrait, pour nous, Optique, ça devrait consister à soutenir et renforcer les dispositifs d'incubateurs existants. Nous savons qu'un dispositif comme CETIC, par exemple, souffre énormément du manque de soutien du secteur public. Mais un incubateur, c'est presque une activité de secteur public. Aujourd'hui, je veux dire, les subventions qui devaient être reçues du secteur public pour contribuer au bon fonctionnement de CETIC, on ne les a plus. L'ARTP ne respecte pas les engagements qu'elle avait pris pour, je veux dire, venir en support à l'incubateur CETIC Dakar. Dans tous les pays au monde, les incubateurs ne peuvent être efficients et performants que si, je veux dire, elles reçoivent l'appui du secteur public, partout dans le monde. Cela ne nous a pas empêché, cela n'a pas empêché le CETIC quand même d'arriver à avoir un équilibre financier, mais en malheureusement se détournant un peu de sa mission initiale d'incubateur, donc en réalisant un certain nombre en engrangeant un certain nombre de revenus qui ne sont pas forcément liés à l'activité d'incubation. Donc,
je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai, un vrai support qui pourrait être apporté par la DER à ces incubateurs, à ces dispositifs d'incubation existants. Et je crois que c'est ça que la DER devrait effectivement faire. Mais la DER, si elle veut se positionner sur des créneaux qui ne sont pas occupés et qui sont faiblement occupés, c'est en amont de ces incubateurs, en mettant à disposition des fonds d'amorçage. C'est aussi en aval de ces incubateurs, en proposant des fonds pour l'accélération de ces entreprises qui sortent de ces incubateurs-là. Donc, il existe une vraie place à occuper par la DER en renforçant les dispositifs existants, mais également en occupant les positions aujourd'hui qui ne le sont pas. La problématique des OTT, c'est une problématique mondiale. Mondiale. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls en Afrique à savoir pas trop comment gérer ces aspects OTT. La fiscalité, à la fois au niveau fiscalité, hein, parce que vous n'êtes pas sans savoir que des organisations comme l'Union européenne essaient de voir d'une manière ou d'une autre comment gérer ces acteurs, que ce soit les réseaux sociaux ou autres gros acteurs internationaux, GAFAM, comment gérer la fiscalité de ces acteurs-là. Les OTT, c'est une problématique mondiale qui, à mon avis, doit être gérée au niveau de l'UIT. C'est-à-dire que tous les pays qui ont essayé, en fait, de réglementer en interne à leur pays ces OTT-là, la majorité ont dû faire marche arrière pour revenir à leur libéralisation. Et je pense que tant que l'UIT, qui rassemble l'ensemble des acteurs, donc, n'amènerait pas l'ensemble des acteurs à une position commune qui puisse être appliquée au niveau mondial, je crois qu'on aura du mal. Je crois que le Sénégal tout seul ne peut pas se lever et dire voilà, ce qu'il faut avoir comme réglementation en ce qui concerne les OTT. Je sais qu'ils font très mal aux opérateurs. Partout dans le monde, ils font très mal aux opérateurs, alors qu'ils engrangent énormément de revenus, que les administrations fiscales n'arrivent même pas à saisir. Et donc, c'est une problématique globale où nous, Optic, nous pensons qu'elle doit être traitée au niveau, en fait, mondial, au niveau de l'Union internationale des télécommunications.